Ceci est un livre audio autogénéré par Google. A. Agrément. La nomination d'un ambassadeur est subordonnée à la procédure d'agréation. Les autorités politiques du pays où il est envoyé reçoivent une demande d'agrément, à laquelle est jointe une brève description de la carrière du diplomate. Simple formalité en principe, pourtant les retards ou les refus d'agrément ne sont pas aussi rares qu'on le pense. Ils ont une signification politique, soit parce que les relations entre les deux pays sont difficiles et que le retard mis à accorder l'agrément est un geste de mauvaise humeur, soit parce que le gouvernement a une attitude volontairement discriminatoire vis-à-vis d'un ambassadeur, auquel on reproche ses origines, ses sympathies ou certaines de ses activités passées. Un refus d'agrément peut constituer un sérieux incident diplomatique et donner lieu à une diminution du niveau de représentation, ramené à celui de chargé d'affaires. Lettre de créance. Ambassadeur. Même si l'envoi d'émissaires diplomatiques date de l'Antiquité et revêt une forme de permanence à partir de la Renaissance, ce n'est qu'après le Congrès de Vienne, 1815, que l'on commence véritablement à nommer des ambassadeurs qui ne sont pas des politiques. Les ambassadeurs sont, de nos jours, les plus hauts représentants d'un État dans un autre État. La définition de Francesco Guicciardi, diplomate italien de la Renaissance, reste vraie. Les ambassadeurs sont les yeux et les oreilles des États. Le formalisme attaché à leurs fonctions, agrément, accréditation, lettre de créance, dans les postes bilatéraux reflète un certain décorum qui sied aux représentants d'un chef d'État. Si l'ambassadeur est, en général, un diplomate ayant un certain nombre d'années d'expérience, cela n'est pas une règle absolue puisque le titre et la fonction peuvent être conférés par le chef de l'État à des personnes qui ne sont pas des diplomates professionnels, comme c'est le cas aux États-Unis. L'ambassadeur est la plus haute autorité de l'ambassade. Il signe tous les rapports et la correspondance, veille au bon fonctionnement des services et doit être disponible à tout moment 7 jours sur 7. Il a seule qualité pour engager son gouvernement. Une ambassade sans ambassadeur, gérée par un chargé d'affaires ad intérim, peut fonctionner correctement mais l'absence prolongée d'un ambassadeur est un signal politique. Elle signifie une réduction du niveau des relations diplomatiques. Les fonctions d'ambassadeur sont exclusives. Il ne peut y avoir 2 ambassadeurs exerçant les mêmes fonctions dans un même poste mais plusieurs missions diplomatiques peuvent cohabiter, comme à Bruxelles, où les pays européens disposent bien souvent de 4 ambassadeurs, auprès de la Belgique, de l'Union européenne, de l'OTAN et du Comité de politique et de sécurité de l'Union européenne. La fonction d'ambassadeur ne semble pas vraiment menacée. Il est à noter que les pays du Commonwealth sont représentés par des hauts commissaires, ce sont exactement les mêmes fonctions que celles d'ambassadeur, seul le titre est différent, et le Saint-Siège l'est par un nonce apostolique. Les fonctions de l'ambassadeur consistent à représenter, à informer, à protéger et à négocier. La fonction de représentation a souvent été assimilée à un exercice de mondanité, la diplomatie de la tasse de thé et des petits fours, selon une formule célèbre. Certes, la fonction a une dimension mondaine mais cela n'est qu'un aspect des choses. Cette fonction de représentation reste importante puisque l'ambassadeur est le représentant de l'État à l'étranger, et sert de point focal pour les différentes instances gouvernementales de son pays qui sont en contact avec une puissance étrangère. Cette charge met l'ambassadeur en contact avec les instances dirigeantes du pays où il se trouve, non seulement au niveau politique, mais aussi économique et culturel. La représentation d'un pays passe aussi par le soin porté à la promotion de l'image du pays représenté. Ce travail peut être agréable lorsque les relations sont normales, mais il peut devenir difficile lorsque l'image d'un pays est mise à mal par l'opinion publique suite à un scandale politique, des tensions bilatérales, une crise économique. On ne représente pas son pays seulement en période de beau temps, mais aussi lorsque l'orage éclate. Carrière, chargé d'affaires, mondanité, résidence, téléphone. Archives. Les ambassades produisent une correspondance abondante, archivée sur place puis, après quelques années, envoyée à la division des archives du ministère des Affaires étrangères. Les Affaires étrangères et la Défense sont les seuls ministères qui peuvent conserver leurs archives. Elles constituent une source d'information de grande valeur pour les historiens des relations internationales.
Les documents diplomatiques permettent de retracer une négociation, d'en saisir les enjeux. Certes, certains documents restent classifiés, mais l'ouverture des archives est indispensable pour permettre d'écrire l'histoire de la diplomatie et d'assurer, finalement, sa pérennité. Toute politique étrangère a une relation particulière au temps. Elle ne peut ignorer des actes posés dans le passé, et qui continuent à influer sur la manière dont est menée la diplomatie d'un pays. L'attitude de nos pays durant la période de la décolonisation, dûment retracée dans nos archives, fait partie du contexte dans lequel s'insèrent nos relations actuelles avec un certain nombre de nos anciennes colonies. La règle veut qu'il faille attendre 30 ans pour avoir accès à l'essentiel des archives des affaires étrangères. Les archives qui s'accumulent au cours des ans forment des collections impressionnantes. Celle du Quai d'Orsay représente 80 km de rayonnage linéaire, avec des documents qui vont du Moyen Âge à nos jours. À Bruxelles, les affaires étrangères gèrent près de 12 km d'archives, dont un grand nombre d'archives africaines, et celles-ci ne font que s'enrichir. Télégramme. Attaché militaire. La coopération militaire entre pays, lorsqu'elle est substantielle, justifie souvent le détachement d'un attaché militaire dans une ambassade. Dans certains cas, les 3 armes sont représentées, attachés de l'armée de terre, navale et de l'air, et il s'agit toujours d'officiers supérieurs, parfois d'officiers généraux. Les attachés militaires ou attachés de défense sont des observateurs des systèmes de défense des pays auprès desquels ils sont accrédités. Cela leur a valu parfois le nom d'espions en uniforme. Il est certain qu'ils traitent une information souvent confidentielle, et qu'ils sont assez facilement soupçonnés de faire du renseignement. On se souvient que le capitaine Dreyfus fut accusé, à tort, avoir transmis des informations confidentielles à l'attaché militaire allemand à Paris, ou encore que la séduisante Mata Hari révéla des informations secrètes à l'attaché militaire allemand à Madrid. Les attachés de défense peuvent constituer, parfois, des cibles faciles pour les groupes terroristes. L'assassinat de l'attaché militaire britannique à Athènes en 2000 en est un exemple récent. Outre l'observation et l'analyse, l'attaché de défense est aussi un relais de l'état-major de son pays pour diverses formes de coopération avec l'armée du pays d'accueil. Espionnage. Audience. Un ambassadeur sollicite une audience auprès d'un dirigeant de l'état d'accueil. Celle-ci fait l'objet de certains préparatifs, dossier d'audience, mise au point des sujets qui seront abordés. L'audience peut être motivée par une démarche ou par un simple souci de courtoisie. À l'issue de l'audience, un rapport est généralement rédigé qui est envoyé dans les services compétents du ministère des Affaires étrangères et dans les postes diplomatiques. Si une audience est retardée, voire ajournée sine die, cela peut s'interpréter comme un signal marquant un refroidissement dans les relations entre les deux pays. Démarche voie diplomatique. B. Bruxelles. Bruxelles a dit ceci, a fait cela. Par Bruxelles, on entend la Commission européenne, selon une métonymie assez habituelle. Le terme est même devenu péjoratif dans la bouche des eurosceptiques. Il évoque pour eux une forteresse de bureaucrates qui gèrent l'Europe sans être au contact des problèmes quotidiens du citoyen. Mais Bruxelles est, avec New York, la ville abritant le plus grand nombre de missions diplomatiques. Environ 50 000 personnes, y compris les membres de leur famille, composent la communauté diplomatique à Bruxelles, employée par les quelques 260 ambassades et 56 organisations internationales qui y sont établies. Il est devenu indispensable d'avoir une mission diplomatique dans la capitale belge qui, à juste titre, peut prétendre au label de capitale politique de l'Europe. Politique étrangère et de sécurité commune, PESC. C. Capitale. Un diplomate a demandé, ou attend, des instructions de sa capitale. Cette phrase, souvent entendue, révèle la situation hiérarchique dans laquelle se trouve placée une mission diplomatique. La capitale est un terme générique qui recouvre en réalité une série d'instances de décision. Si l'ambassade est toujours placée sous l'autorité hiérarchique du ministère des Affaires étrangères, il n'en reste pas moins que le Premier ministre, le président, voire d'autres ministres, seront impliqués dans l'élaboration des instructions de la capitale. Quand un ambassadeur informe sa capitale,
Il s'agit souvent non seulement de son ministre mais aussi, si le sujet le justifie, des services du Premier ministre, voire ceux du chef de l'État. Instruction diplomatique, directeur politique, quai. Carrière. La carrière avec un C majuscule, c'est la carrière diplomatique qui n'existe que depuis 2 siècles. Le diplomate, naguère itinérant et au service du roi, devint un fonctionnaire, représentant d'un État, et sa carrière fut réglée par les dispositions habituelles des grands corps de l'État. Être diplomate est devenu un métier. Le terme carrière indique bien qu'il s'agit d'un parcours et, comme dans toute fonction publique, les postes de direction ne sont confiés qu'après une série d'étapes intermédiaires. On commence comme attaché d'ambassade, puis on est nommé 2e secrétaire, 1er secrétaire, conseiller et ministre conseiller et ce n'est qu'après avoir fait ses preuves, en poste et à l'administration centrale, que le diplomate se verra confier la direction d'un consulat général ou d'une ambassade. Cela n'est pas, cependant, la règle partout. À côté des diplomates de carrière, il y a, dans un certain nombre de pays, des diplomates qui sont nommés par le chef de l'État sur base d'une sympathie politique et qui sont, en quelque sorte, parachutés dans le corps diplomatique. Aux États-Unis, ce système est tout à fait normal. Le président offre des ambassades à ceux qui l'ont soutenu dans sa campagne électorale. C'est le spoil system, ou système des dépouilles, qui aboutit à ce que 40% des ambassadeurs américains ne sont pas de la carrière. Ces ambassadeurs, qui sont parfois des hommes d'affaires fortunés, ont certes une carrière éphémère, un seul poste en général, mais leur parachutage fait grincer les dents des diplomates professionnels. Ce phénomène est moins répandu en Europe. Très rare en Grande-Bretagne et en Allemagne, il a existé en France, de manière limitée durant la présidence de Mitterrand. En Suède, une ancienne vice-première ministre s'est retrouvée ambassadeur à Brasilia, tandis qu'un ancien ministre de la Défense était nommé ambassadeur à Berlin. La carrière doit rester un cursus honorum. Son accès normal est celui du concours, et son déroulement doit permettre de jauger le diplomate à différents moments de son parcours professionnel. Le parachutage est d'autant plus discutable qu'il s'effectue souvent dans des postes agréables, des sinécures, tandis que là où les conditions de vie et de travail sont moins faciles, en Afrique, au Moyen-Orient, les agents de carrière sont maintenus. On peut aussi considérer que l'appartenance à la carrière renforce la cohésion du corps diplomatique. Les affectations qui sont faites hors du cadre des fonctionnaires des affaires étrangères ne doivent être que l'exception, que seule justifie la remarquable compétence d'un agent, surtout dans le secteur multilatéral, ambassadeur auprès de la FAO ou auprès de l'UNESCO. La carrière, dans son déroulement classique, devrait rester la norme. Ambassadeur. Chancellerie. Le terme indique tantôt les ministères des Affaires étrangères, tantôt les bureaux de l'ambassade. Ceux-ci peuvent abriter, non seulement le personnel diplomatique proprement dit, mais aussi toute une série de services relevant d'autres administrations, expansion commerciale, services culturels, section militaire, section de coopération, services de presse, section financière, services de traduction, section de la coopération scientifique et technique, sans oublier l'indispensable service en charge du réseau informatique de l'ambassade. Certaines chancelleries regroupent des centaines d'agents. Au sein des ambassades françaises, un secrétaire général, Head of Chancery chez les Britanniques, assume la coordination administrative de l'ensemble. Il est vrai cependant que pour la plupart des ambassades, la chancellerie ne représente qu'un nombre restreint d'effectifs. Mais nombreux ou pas, les agents sont soumis à des règles de sécurité car derrière les murs plus ou moins épais des chancelleries se traitent des informations confidentielles. Consul. Chargé d'affaires. Un ambassadeur, ou un consul général, n'est pas toujours physiquement présent dans le poste diplomatique. Les nécessités de la continuité du service exigent que, durant son absence, la direction de la mission diplomatique soit confiée au premier adjoint. Au cours de cette période, elle porte le titre de chargé d'affaires ad intérim. Il a pour mission de gérer l'ambassade sans en modifier l'organisation ni les objectifs. Le chargé d'affaires en pied est un diplomate accrédité auprès du ministre des Affaires étrangères et qui assure la direction du poste pour un temps assez long, en l'absence de l'ambassadeur désigné. Il a les qualités de chef de mission diplomatique mais sans le titre d'ambassadeur, ni tous les égards qui y sont attachés.
Il s'agit d'une décision politique par laquelle un État veut signifier qu'il entend placer ses relations à un niveau inférieur à celui d'ambassadeur. Ce fut le cas, par exemple, de plusieurs pays européens qui avaient une ambassade au Chili durant la présidence du général Pinochet. Coercition. Il existe une diplomatie de la coercition, qui vise à utiliser la menace pour faire fléchir un État dont on veut modifier l'attitude. La coercition se place entre la persuasion et l'ultimatum. Si la persuasion, qui exclut tout recours à la force, échoue, un État peut recourir à l'exercice d'une pression, assortie de menaces très concrètes d'usage de la force, mais sans que cela ne soit une déclaration de guerre, avec l'envoi d'un ultimatum. La coercition est donc une diplomatie musclée, destinée à amener la partie adverse à entamer une négociation. On se situe encore dans une logique de maîtrise des crises et non dans une logique conflictuelle. On associe souvent à la coercition la diplomatie de la canonnière. Ce terme avait été forgé à l'occasion d'une crise entre l'Allemagne et la France au sujet du Maroc, au début du XXe siècle. Pour rappel, l'Allemagne voulait obtenir de la France une compensation substantielle pour son occupation du Maroc. Pour intimider la France, Guillaume II envoya la canonnière Panther devant Agadir en juillet 1911. L'objectif de l'Allemagne était de se faire céder par la France la totalité du Congo français. La France négocia plutôt que de se lancer dans une escalade militaire. Un accord entre les deux pays aboutit à céder à l'Allemagne une partie du Congo français, en échange d'un engagement à ne pas gêner l'action française au Maroc. La diplomatie de la coercition est rarement une opération indolore. Dans le cas cité, elle se solda par la démission du ministre français des Affaires étrangères, J. Caillaux, et par une résurgence du nationalisme anti-allemand en France. Mais le conflit aura été provisoirement évité. La coercition associe la carotte et le bâton. Elle menace mais en même temps elle promet des compensations si l'adversaire s'est montré suffisamment flexible. Il faut toutefois que le pays faisant l'objet d'une coercition accepte de transiger sans perdre la face, s'il considère que le contentieux porte sur un point essentiel de sa politique ou qu'il est appuyé par son opinion publique, il sera enclin à refuser toute négociation. La coercition n'est pas ressentie de la même façon, selon que l'on s'en prend à un pays isolé, ou à un pays disposant de la capacité nucléaire. Dans ce dernier cas, la coercition n'a d'effet que si elle est appuyée par la communauté internationale. Enfin, la coercition est nécessairement limitée dans le temps. Il faut fixer une date butoir pour la conclusion d'un accord. Sans cela, le pays exerçant la coercition est en quelque sorte instrumentalisé. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.